Bienvenue à notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage central et assez controversé dans l'histoire du mouvement qu'on appelle le Message, celui issu de William Branham. Il s'agit d'Ewald Frank. Oui, Ewald Frank, un nom qui revient souvent. D'abord connu comme traducteur, puis il est devenu missionnaire, très influent d'ailleurs, avant de finir par diriger une des factions dissidentes majeures. C'est ça, une faction qui s'est séparée de la branche principale. Le schisme a commencé vers 1981, si je me souviens bien, et on les surnomme parfois les deux âmes, un peu par dérision. Exactement. Et il peut souligner que son groupe est probablement le deuxième plus grand en termes de nombre de fidèles après l'organisation principale, donc pas une petite affaire. Non, loin de là. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu son parcours, comprendre son ascension, les événements qui ont mené à ce schisme, et puis aussi pourquoi il a cette réputation si sulfureuse, disons. Alors pour commencer, sa première interaction, disons, documentée avec William Branham, ça remonte à 1955. Frank, qui était un Allemand qui vivait au Canada, mais était revenu prêcher en Allemagne. Ah oui, il était allemand d'origine. Oui. Et donc en 1955, il sert de traducteur à Branham pendant sa tournée en Allemagne. C'est leur première rencontre officielle enregistrée. Il y en a une autre qui concerne la fameuse photo du halo de Branham. La photo prise à Houston, c'est ça, hein? Oui, celle-là. Frank affirmait l'avoir vue exposée dans un lieu appelé le Hall d'art religieux à Washington DC en 1962. Il décrivait ça comme une reconnaissance officielle presque. Un hall d'art religieux à Washington, ça me dit rien. Et pourquoi? Les recherches assez poussées montrent qu'un tel lieu public, sous ce nom-là en tout cas, n'a jamais existé à Washington. Ah bon, mais alors où est-ce qu'il aurait pu la voir? L'hypothèse la plus probable, c'est que la photo était simplement déposée pour l'enregistrement du copyright à la bibliothèque du Congrès, qui se trouve effectivement à Washington, ce qui est une procédure administrative tout à fait banale. D'accord. Rien à voir avec une exposition artistique ou religieuse publique? Absolument rien à voir. Et le plus troublant, c'est que Frank semble être le seul parmi tous les proches de Branham, ou les fidèles, à raconter cette histoire d'exposition dans ce hall. Personne d'autre ne l'a corroboré. Donc on a le discernement arrangé, l'exposition imaginaire. Ça commence à faire un schéma, effectivement. Oui, un schéma de récit pour le moins douteux qui interroge sur sa crédibilité dès ses débuts dans le sillage de Branham. Et certaines sources suggèrent que ce type de comportement n'était peut-être pas isolé chez les lieutenants de Branham. Qu'est-ce que ça impliquerait? Une sorte de... Complicité, c'est une hypothèse avancée, oui. L'idée que certains leaders, peut-être Frank inclus, auraient pu entretenir, voire fabriquer certains récits pour renforcer leur propre position ou celle du mouvement. Il y a même cette suggestion un peu dérangeante d'une sorte de chantage mutuel latent. Du chantage mutuel latent, c'est-à-dire? L'idée que certains leaders détenaient des informations potentiellement compromettantes les uns sur les autres, que ce soit des histoires embellies, des erreurs passées ou autre chose, et que ça créait une sorte d'équilibre de la terreur où personne n'avait intérêt à dénoncer les autres, une sorte de pacte de silence implicite pour maintenir le statu quo et les narratifs établis. C'est une dynamique assez sombre, si c'est avéré. Bon, malgré ses débuts un peu flous, disons, après la mort de Branham en 1965, la carrière de Frank prend une autre dimension, n'est-ce pas? Ah oui, indéniablement. Il devient vraiment la figure de proue du message en Europe. Il a le champ libre en quelque sorte. Et il concrétise ça comment? D'abord, il fonde la toute première église spécifiquement dédiée au message en Europe. C'était à Krefeld, en Allemagne, en 1974. Et puis surtout, il a l'intelligence d'utiliser les médias de l'époque. Radio Luxembourg, c'est ça? Exactement. Radio Luxembourg, qui avait une portée énorme à l'époque, surtout vers l'Europe de l'Est d'ailleurs. Ça lui a permis de diffuser ses idées très largement, bien au-delà de sa congrégation locale. Et en parallèle, il y a son activité missionnaire. On lit qu'elle était vraiment intense. Oui, c'était un voyageur infatigable. Les sources parlent de missions constantes à travers toute l'Europe, bien sûr, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Il était partout. Quel était l'impact de ce travail missionnaire sur la taille du mouvement? L'impact a été considérable. On estime, même si c'est difficile à chiffrer précisément, qu'il pourrait être directement ou indirectement responsable du recrutement d'une part très significative des premiers croyants après la mort de Branham. Une part significative, c'est-à-dire? Certaines estimations prudentes parlent de peut-être un quart de cette première génération de fidèles post-Branham qui serait venue au message via son réseau missionnaire ou ses émissions radio. C'est énorme. Ah oui, quand même. Un quart, c'est colossal. Et au début, son approche était plutôt...
Oui, initialement, il avait une approche assez œcuménique, mais au sein du message. Il collaborait avec différentes factions qui émergeaient après la mort de Branham. Il distribuait leur littérature, il invitait des prédicateurs d'autres tendances. Ce qui devait l'aider aussi pour les finances, j'imagine. Tout à fait. Ça lui permettait de lever des fonds auprès d'un public assez large, pas seulement ses propres fidèles directs. Une stratégie assez habile pour financer son expansion missionnaire et ses autres projets. D'accord. Mais au-delà de la prédication et des missions, il y a un autre élément qui va devenir absolument central dans son influence. Quelque chose lié à une conviction personnelle très forte. Oui, absolument. Frank racontait avoir eu un rêve, une vision, peu après la mort de Branham, où il se sentait investi d'une mission divine très spécifique. Celle de stocker et de distribuer la nourriture spirituelle. La nourriture, c'est-à-dire les sermons de Branham ? Exactement, les enregistrements des sermons de Branham. Il s'est vu comme l'intendant chargé de préserver cet héritage et de le rendre accessible. Et il a pris ça très au sérieux. Et comment ça s'est traduit concrètement ? Dès la fin des années 60, il a lancé le premier effort vraiment majeur et systématique de traduction des sermons de Branham dans de nombreuses langues. L'allemand bien sûr, mais aussi le russe, le français, l'espagnol et plein d'autres langues au fil du temps. Ah, donc c'est lui qui est à l'origine de la diffusion des écrits de Branham hors du monde anglophone en grande partie. En très grande partie, oui. Surtout pour les langues européennes non anglaises, mais aussi pour beaucoup d'autres régions du monde. Pendant des décennies, si on ne lisait pas l'anglais, ou l'espagnol, ou d'autres groupes étaient actifs, les sermons de Branham qu'on pouvait lire venaient très probablement de l'organisation de Frank à Krefeld. Et là, on touche à un point crucial, j'imagine. Contrôler la traduction. C'est contrôler le message, absolument. Ça lui a donné un pouvoir et une influence considérables sur la façon dont les enseignements de Branham étaient compris et interprétés par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative pour ces gens-là, Pendant longtemps, non, pas vraiment. Son organisation avait quasiment le monopole sur ses traductions, et c'est là que des accusations sérieuses ont commencé à émerger, notamment plus tard. Des accusations de quel type ? Principalement de la part de Voice of God Recordings, l'organisation dirigée par le fils de William Branham, Joseph Branham, qui est devenue en quelque sorte la concurrente principale pour la distribution des sermons. Eux, ils ont accusé Frank de faire des traductions sélectives. Sélective, c'est-à-dire d'omettre des passages. Oui, d'omettre des passages qui pouvaient le gêner ou qui contredisaient d'autres enseignements de Branham, ou même qui allaient à l'encontre de ses propres interprétations ou de son propre agenda théologique. Il y avait aussi des accusations de modification pure et simple du texte. Donc, potentiellement une manipulation du message originel pour servir ses propres fins. Oui, que sous couvert de diffuser la nourriture, il l'a filtrée, il l'adaptait. Difficile de prouver systématiquement chaque allégation sur des milliers de pages traduites, mais le simple fait que celui qui traduit contrôle le contenu est un enjeu de pouvoir majeur. C'est clair. Et ce pouvoir, cette position centrale qu'il a construite, va être violemment secouée à la fin des années 70, début des années 80. Oui, c'est le grand tournant, le moment où tout manque de basculer. Le scandale sexuel d'Evald Frank. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Les sources parlent de liaisons extra-conjugales multiples sur une certaine période. Et plus particulièrement, une liaison avec sa secrétaire à Krefeld, au siège même de son organisation. Et ça finit par éclater au grand jour. Oui, et de manière assez spectaculaire et brutale. En 1979, lors d'un service religieux à Krefeld, deux pasteurs, visiblement au courant de la situation et probablement excédés, le confrontent publiquement. Devant tout le monde ? Devant toute la congrégation, qui comptait à l'époque près de 1000 personnes, ils l'ont forcé, là, sur l'estrade, à confesser ses liaisons adultères. Waouh ! Ça a dû être un choc terrible pour les fidèles. Un traumatisme, oui. Imaginez la scène, le leader spirituel, celui qui distribue la nourriture divine, forcé d'avouer publiquement ses péchés. C'était une crise majeure. Et comment la direction de l'Église, autour de Frank, a géré ça ? Parce que la méthode décrite dans les documents est pour le moins déconcertante. C'est sans doute l'aspect le plus sombre et le plus manipulateur de toute cette affaire. Pour essayer de reprendre le contrôle de la situation et peut-être aussi pour diluer la faute de Frank en la noyant dans une sorte de culpabilité collective. Oui, hein. La direction aurait pris une décision absolument terrible. Obliger tous les membres de l'Église, hommes et femmes, à venir confesser publiquement, devant tout le monde, leurs propres péchés sexuels passés ou présents. Quoi ? Mais c'est inimaginable. C'est pourtant ce que rapportent les sources. Une sorte de séance de confession publique forcée et généralisée.
L'idée étant peut-être que si tout le monde avoue quelque chose, la faute du leader paraît moins exceptionnelle, moins grave. Mais les conséquences psychologiques d'une telle chose? Dévastatrice, bien sûr. Ça a créé un climat de peur, de honte, de méfiance généralisée. Et ça a aussi potentiellement renforcé cette dynamique de chantage mutuel dont on parlait plus tôt. Ah oui, comment ça? Si tout le monde a confessé publiquement des choses intimes et potentiellement honteuses, alors chacun détient des informations compromettantes sur les autres. Ça crée des liens de silence forcés. Qui oserait encore critiquer le leader ou qui que ce soit d'autre quand ses propres secrets ont été exposés devant tous? C'est un mécanisme de contrôle incroyablement pervers. Tout à fait. Et ça a eu des conséquences immédiates sur l'église de Krefeld. J'imagine que ça n'a pas bien fonctionné pour retenir les gens. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a provoqué une implosion quasi immédiate. L'église s'est vidée. De près de 1000 membres, elle est passée à une trentaine de personnes, les plus fidèles ou peut-être les plus piégées. Une hémorragie massive. Et Frank, dans tout ça, il a perdu le contrôle. C'est là que c'est surprenant. Malgré le scandale, malgré l'implosion, il a réussi à garder le contrôle des aspects matériels. Les bâtiments, les finances, l'imprimerie, le réseau de distribution. Comment? Il a apparemment expulsé sans ménagement ceux qui le contestaient ou qui voulaient prendre une autre direction. Il a utilisé les ressources de l'organisation pour maintenir sa position. Et il a réussi, en grande partie grâce à ce climat de peur et de chantage possible, à étouffer l'affaire pendant plusieurs années. Étonnant, le scandale éclate en 79, mais il arrive à limiter les dégâts en externe. Oui, l'histoire n'est vraiment devenue plus largement connue en dehors du cercle immédiat qu'à partir de 1984 environ. Pendant près de 5 ans, il a réussi à contenir l'information tout en commençant à repeupler son église. En faisant venir qui? En s'appuyant sur son vaste réseau missionnaire international, des gens venus d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs en Europe, qui n'étaient pas forcément au courant de tous les détails du scandale de Krefeld ou qui lui restaient fidèles malgré tout. Il a reconstruit sa base, mais avec un public différent. Et c'est aussi à cette période, après le scandale et pendant cette reconstruction, qu'il adopte un titre biblique assez spécifique pour se désigner lui-même, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il commence à s'appliquer à lui-même le titre de « serviteur fidèle et prudent » tiré de la parabole dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Le serviteur qui donne la nourriture à la maisonnée au temps convenable. C'est ça. En s'attribuant ce titre, il renforçait son rôle autoproclamé d'unique dispensateur légitime de la nourriture, des enseignements de Branham, juste au moment où son autorité morale était la plus contestée. Une façon de réaffirmer son importance et sa mission divine, malgré le scandale. C'est une stratégie de communication assez audacieuse, disons, dans ce contexte. Très audacieuse, oui. Et ça semble avoir fonctionné auprès de ceux qui lui sont restés fidèles ou qui l'ont rejoint par la suite. Donc si on essaye de résumer un peu ce parcours complexe d'Eswald Frank, on a une figure qui a indéniablement joué un rôle majeur dans l'expansion internationale du message. Oui, un zèle missionnaire certain, une capacité organisationnelle indéniable, notamment avec ce projet colossal de traduction qui lui a donné un levier énorme. Mais en même temps, dès le départ, des questions sur l'intégrité de ces récits fondateurs. Et puis, ce contrôle de l'information via la traduction, avec les accusations de manipulation que ça implique. C'est ça. Et pour finir, ce scandale majeur qui révèle des failles morales profondes, gérées d'une manière qui semble impliquer une manipulation psychologique intense et des mécanismes de contrôle basés sur la peur et le chantage. Donc, un mélange assez détonnant d'influence religieuse, de contrôle de l'information et de gestion de crise pour le moins problématique. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, au-delà du cas de Frank lui-même. Oui, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur ces mouvements en général? On voit ici des mécanismes de contrôle assez puissants à l'œuvre, le contrôle de l'information et du narratif, surtout via la traduction, la possibilité d'une complicité ou du moins d'un silence arrangé entre certains leaders et l'utilisation de dynamiques comme le chantage mutuel pour maintenir la cohésion, même après un scandale majeur. Et la question qui se pose, c'est comment des groupes peuvent perdurer et même parfois prospérer
malgré de telles contradictions internes, de tels scandales. Exactement. Qu'est-ce que ça révèle sur la force de la croyance, sur la psychologie des groupes fermés, sur les dynamiques de pouvoir et de contrôle? Comment l'autorité charismatique, même écornée, peut-elle se maintenir? Ce sont des questions assez fondamentales que soulève l'histoire d'Eval Frank et de son mouvement. Une réflexion qui dépasse largement le cadre de ce seul personnage, en effet. Ça interroge sur la résilience de certaines structures, même quand leur fondation semble Offisqué. compromise. C'est ça, une invitation à regarder au-delà des doctrines pour comprendre les mécanismes humains et sociaux qui permettent à ces groupes de fonctionner et de survivre.